Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 11 décembre. Il ne reste donc plus que 10 jours à attendre pour que la lumière ne commence de nouveau à éclairer un petit peu plus nos jours et nous passerons doucement de 7 heures de jour sur 24 à, à la suite qui, jusqu'au 21 juin, nous conduira à avoir le maximum de lumière. Voilà, je vous dis ça parce que je trouve très impressionnant, je ne sais pas pourquoi, cette année plus que les autres, qu'il fasse nuit à 4h30, 5h, voilà. Pourtant, il fait très beau, il y a un temps magnifique, Alors, il fait 15 degrés. L'un de mes invités, que je n'ai pas encore présenté, prend la parole. Et donc, il fait un temps printanier, non, en ce moment, un peu, oui, non, mais ouais. c'est pas la question, c'est la question de la lumière. Ouf, Voilà. on s'en passe. Et bon, là, c'est mon topo, là. Oh, C'est d'accord. pas celui des invités, ok? Bon. Alors, donc, c'est la 6e émission, je crois, de La Tête hors de l'eau. Cette émission, comme vous le savez peut-être, mais comme le changement est récent, je le rappelle à chaque fois, qui est là pour tenter, c'est une mission que j'espère pas impossible, pour tenter de vous maintenir la tête hors de l'eau, malgré tous ces torrents qui se déversent sur nous de tous les côtés et qui nous mettent souvent dans une incapacité de faire quoi que ce soit de créer quelque chose, que ce soit parfois tout simplement de vivre normalement, compte tenu des multiples interdits qui touchent les voitures, qui touchent absolument tous les logements, enfin tous les éléments de notre vie. Alors jusqu'ici, j'ai tenté de vous aider à vous mettre hors de l'eau face à l'administration, face à la pensée unique, etc. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau qu'on n'épuisera pas en une seule fois. Ce sont ces fameuses valeurs républicaines. Ces valeurs républicaines, connaissent deux difficultés. La première, c'est qu'il y a des contradictions internes, tout simplement. Si on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ses diverses reproductions, les diverses chartes qui la reproduisent au niveau international, par exemple, eh bien, il y a des contradictions qui viennent qu'un droit proclamé peut aller à l'inverse d'un autre droit proclamé, tout simplement. C'est ce que nous verrons avec mon premier invité, qui est là. Donc, merci d'être à l'heure, tous les deux. Vous êtes formidables. Donc, on a entendu Fred de Paris tout à l'heure. Bonjour. Et donc, Louis Boulier, qui est ingénieur, mais qui s'occupe de tas de choses différentes, et notamment qui a entrepris de créer une école. Et c'est pour cette raison qu'il est invité pour essayer de remonter le moral de ceux qui penseraient que, par exemple, le principe de laïcité s'oppose à ce qu'on crée une école qui soit un peu confessionnelle, puisque la sienne est une école prénommée Carlo Acutis. Donc beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup d'entre vous savent qui est ce jeune homme et de ce saint. Et de toute façon, Louis nous en parlera tout à l'heure. Et donc voilà, c'est un premier exemple. Pourquoi est-ce que tel statut sera enlevé à la demande de la commune, car considéré comme un obstacle à la laïcité? Pourquoi est-ce que telle stèle sera enlevée? Pourquoi est-ce que telle crèche ne sera pas autorisée, mais en revanche l'Aïd sera longuement proclamée? Donc un tas de choses qui font que finalement, ce principe, on ne sait plus très très bien où il va et surtout quelles sont ses limites. Voilà, cela doit être conciliable avec la liberté d'entreprendre, avec la liberté d'expression, qui sont également des valeurs extrêmement importantes, plus même, car la laïcité n'est pas inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est venu pour nous après la guerre de 40, et qui se trouvera dans les préambules des constitutions de 46 et de 58. Donc ça n'a pas la même valeur, voilà. Et puis, nous parlerons également de ce principe de la liberté d'expression et surtout de la liberté de création avec Laurine Martinez, qui est donc chanteuse lyrique, qui nous arrive de Milan aujourd'hui. Donc j'espère, elle m'a promis qu'elle serait à l'heure pour l'émission. Donc prions pour que le train Milan-Paris ne soit pas comme celui d'il y a 3 jours en rade quelque part. Et donc elle nous parlera de l'art français pris en otage en quelque sorte par l'idéologie, puisque soi-disant il y a une liberté d'expression, soi-disant il y a une liberté de création, mais ce que nous voyons, c'est des spectacles qui sont interdits. Alors au nom de quoi ?
au nom d'autres principes, soi-disant, alors que ce soit des principes féministes. Hein, on ne veut pas que dans un spectacle, il y ait un homme qui tue une femme. Voilà, ça a été le cas pour je ne sais quelle grande œuvre. Je crois que c'était... L'amour est enfant de Bohème, je crois que c'était Carmen. Je crois bien que c'est Carmen. Hein. Et ça a été interdit. Enfin, on a voulu changer la fin, c'est-à-dire que l'homme ne tuait pas la femme sur scène, etc., etc. Récemment, donc, il y a un spectacle aussi interdit pour des raisons d'hostilité à Israël. Enfin, dont elle nous parlera. En fait, on a beaucoup de choses à dire sur la manière dont cette liberté, soi-disant, d'expression et de création se trouve contredite. Et puis, nous aurons donc en dernier lieu celui qui a parlé le premier ici, Fred de Paris, qui a osé interrompre la seule partie de cette émission où je m'exprime. Donc Fred de Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent, car il me fait le plaisir de venir assez souvent dans cette émission. Il est cadre dans un centre d'hébergement et donc il nous parlera eh bien, nous faisons énormément de choses hein, pour les migrants, c'est certain, pour les clandestins, c'est certain. Moi, j'ajouterais qu'on fait également énormément de choses, se préoccupe énormément de confort et etc. pour les délinquants. Voilà, on est dans une optique idéologique assez claire, hein, qui date du journal Libération, si on veut, c'est-à-dire libération à tous les détenus. Et si on n'arrive pas à les libérer, qu'au moins ils soient dans un petit cocon bien sympathique. Et c'est un petit peu le cas de gens qui arrivent, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de titre à être là, mais qu'on va pouponner, ce qui en soi n'est pas un mal, mais ce qu'on peut comparer quand même avec le sort de certains. Eux arrivent, ils ont tout de suite un logement, à l'hôtel ou dans un centre d'accueil. On peut mettre ça quand même en parallèle avec les Français qui se retrouvent, moi je le vois beaucoup en campagne, hein, se retrouvent parfois dans des situations dramatiques, sans revenus ou presque, sans logis, et qui ma foi, pleurent en vain pour qu'on s'intéresse à eux. Alors, un tout petit tour d'horizon avant que je donne la parole à mes invités. Un tout petit tour d'horizon que j'ai restreint, parce que je veux quand même leur laisser suffisamment la parole, que j'ai restreint à une actualité, parce que ceux qui ont écouté l'émission d'hier, ou ceux qui l'écouteront en podcast, verront que j'ai déjà bien entamé hier l'actualité concernant le vote du budget. Donc je ne vais pas y revenir. Si vous pouvez écouter l'édito d'hier, où je raconte un petit peu ce qui se passe et qui est absolument incroyable. Au niveau du budget, c'est oui, c'est non, enfin bref, le consentement, à mon avis, n'est pas du tout assuré, mais on va faire comme si. Alors, moi, je vais m'intéresser au projet Attal de service national universel qui est prévu pour la rentrée 2026, qui était prévu pour la rentrée 2026, et qui ressurgit à 1 an de l'échéance, à point nommé pour être voté avant la fin du mandat présidentiel. Alors, à point nommé aussi pour être perçu par les Français comme un avertissement qui s'est concrétisé par les paroles du CEM Mandon, je ne sais plus ce que c'est, chef d'état-major, voilà, Mandon. Vos enfants seront envoyés au combat, hein, c'est ce qu'il nous a dit en gros. Et donc, ce ne sont donc pas que des mots dans la mesure où ça pourrait s'incarner dans le retour du service militaire qui a toujours été de pair avec la conscription. Hein, à la différence de l'Ancien Régime, la Révolution a donc instauré d'abord l'idée que chaque Français est un soldat, on le retrouve dans les déclarations qui ont été faites à l'époque, et la conscription donc qui permet d'aller chercher tous les hommes uniquement à l'époque, mais même aujourd'hui, je crois que ce ne sera pas obligatoire pour les femmes, enfin en tout cas... J'espère, sinon la natalité qui déjà est un peu en panne va continuer à descendre. Donc, service militaire qui a toujours été de pair avec la conscription, depuis que le Haut Armes citoyen révolutionnaire, puis impérial, a envoyé en combat dans toute l'Europe, jusqu'en Égypte et au Mexique, des millions de jeunes Français. Alors, en 1789, la France était le pays le plus peuplé, je vais y arriver, d'Europe, avec 19 millions d'habitants. Les saignées des guerres révolutionnaires, des guerres mondiales, etc., ont fait que ce n'est plus le cas, qu'elle n'est plus du tout en pointe sur ce chapitre. Et c'est pour cette raison, donc, qu'on avait cessé probablement de vouloir ce service militaire, et aussi surtout parce que la menace de guerre venue de l'Est s'était arrêtée,
on le croyait, avec la chute de l'Empire soviétique en 1991. C'est pourquoi Jacques Chirac a décidé donc d'abolir le service militaire obligatoire, ce qui fut effectif en 1996. Les enfants nés en 1979 furent les premiers à en être libérés. Alors, je signale quand même, je ne veux pas être désagréable avec le président de la République, d'autant plus que c'est parfois très embêtant d'être désagréable avec lui. On peut avoir des réactions violentes, mais là, je crois quand même que on peut dire que c'est quand même de notoriété publique. Donc, Macron, né en 77, normalement aurait dû faire son service militaire. Il n'était pas chef de famille, comme chacun sait. Et le prétexte a été ses études. Voilà, moi, j'ai un peu des doutes sur le fait que les études puissent être à soi seul un empêchement pour faire le service militaire. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Alors, la réaction du Wall Street Journal du 27 novembre, tout récent, à l'annonce du retour du service militaire et donc de la conscription, n'est pas très étonnante. Le titre est « Military Youth Service, a Cold War Relic makes a comeback in France ». Alors, Cold War Relic, c'est donc un reliquat de la guerre froide. Et incontestablement, c'est lié aux déclarations multiples, incantatoires de notre président sur le présumé désir de la Russie d'envahir à nouveau l'Europe. Alors je précise quand même, quand Staline en 1947 a envahi l'Europe de l'Est, et pour le coup a rapproché considérablement les frontières russes des nôtres, Allemagne de l'Est, Pologne, Yougoslavie, il avait déjà à son actif des millions de morts par famine, fusillades, exécutions sommaires, après des condamnations sans procès, internement au goulag, travaux forcés en Sibérie, déportations, alors que Poutine gouverne certes avec autorité, mais n'a aucun palmarès de dictateur sanglant comparable. Mais le rappeler ne sert à rien. Ils ont adoré Staline et couvert sans remords ses exactions et ils en sont mortifiés. Alors cette fois, ils vont pas le rater, ce dictateur-là. Puis ça rachètera aussi Munich. Allez, Poutine n'est pas antisémite, pas grave. Il traite les musulmans comme hier on traitait... Ah non, il n'est pas non plus anti-musulman, seulement anti-terroriste. Bon, ben tant pis. Quand une image doit coller à une autre, il faut tout faire pour. Et donc, tout cela fait qu'il y a comme un malaise, comme un retour, évidemment, vers cette guerre froide. Sinon, nous, les femmes, on est pour les hommes surtout, en fait. Quand on récupère notre futur époux, il sait faire un lit, recoudre un bouton, se laver les dents et le reste tous les jours. Et il s'est arrondi les muscles des épaules, lieu délicieux de repos de la guerrière, à force de faire des pompes. Accessoirement, il a fait le plein de sorties entre camarades avec leur cortège de bières mousseuses et de palpations en doute du téton rosé de quelques madelons. Donc, 1 an, ce serait bien. Là, je crois que c'est 10 mois qui est prévu. Moi, je pense qu'1 an, ce serait mieux. Juste assez pour qu'ils deviennent des hommes. Il faut que ce soit obligatoire, évidemment, sinon ça sert à rien. De toute façon, s'il y a mobilisation, ils seront tous appelés. Donc, autant qu'ils aient tous appris à tirer. Donc, les bouddhistes, baptistes, etc., devront renoncer à leur clause de conscience ou émigrer, peut-être. Les cathos, il faudra se souvenir des croisades. Quant aux écolos, ça tombe bien, ils détestent les hommes régulièrement qualifiés par eux de prédateurs. Donc, on ne leur demandera pas de tuer des animaux. Promis. Voilà. Et puis, il faudra un entraînement annuel. Alors, nous, les femmes aussi, bien sûr, il faut qu'on fasse cet entraînement annuel, naturellement. Comme en Suisse, ça impliquera que toute personne apte au service et l'ayant fait puisse détenir une arme. Alors là, bon, évidemment, on voit bien qu'il y a quand même un chemin à faire d'ici là. Alors, on ne serait pas hostile à faire, nous aussi, un service un peu plus court, nous, les femmes, je veux dire, pour apprendre à se défendre contre ceux qui viennent jusque dans nos bras, se défendre en tirant un fusil, au pistolet, ou simplement en se battant à main nue, en les mordant là où ça fait mal, en courant vite aussi. Mais pas pour apprendre à faire la vaisselle et faire un lit au carré, parce que ça, on sait déjà. Voilà, mes amis, c'est gentil de ne pas m'avoir interrompu, Fred. Je suis complètement révulsé par cette idée de service militaire. Ah oui, quelle horreur. N'importe quoi. Tu n'es pas convaincu. Bon, tant pis. Alors, nous allons donc passer du service militaire à l'école, où il y a tout de même une différence substantielle, mais du temps où le service militaire existait, on pensait que ça peaufinait l'éducation des êtres humains. Donc, nous allons donc, vous allez donc nous expliquer aux auditeurs, d'une part, qui était Carlo Acutis, et d'autre part, comment vous avez eu l'idée, vous et sans doute quelques autres, de créer cette école et quelles sont, là ce sera le plus gros morceau, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont peut-être des facilités qu'on n'imaginait pas, qui sont rencontrées aussi. Bref, comment tout ça se présente face à un État qui... restreint de plus en plus tout de même la liberté d'enseignement, a restreint la liberté d'enseignement à la maison,
hein, des fois qu'on fasse un bénédicité avant le repas, quelle horreur, a restreint. Alors, enfin, si vous voulez, officiellement, il s'agit d'agir contre le séparatisme, notamment musulman, et donc de ne pas favoriser des écoles qui sont religieuses, musulmanes, etc. En principe, ça n'est pas dirigé contre les écoles catholiques qui ne sont pas, qui n'apprennent pas aux enfants, comme l'apprend le Coran, qu'ils doivent obéir en tout, y compris dans la vie civile, etc. Donc, les catholiques font une scission claire entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Voilà. Voilà, je vous laisse parler, sinon je ne vais pas m'arrêter. Vous savez, les profs, c'est comme ça, une fois qu'ils sont lancés, on ne les arrête plus. Alors c'est un vaste sujet. La création d'une école indépendante aujourd'hui en France, c'est à la fois un défi et en même temps assez facile. Je vais revenir là-dessus. Il y a clairement une crise de l'éducation. Une crise de l'éducation dont on parle dans les journaux. Pour laquelle parfois on regrette le service militaire. Exactement. Il y a une crise de la transmission, c'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui pensent très différemment, si ce n'est à l'opposé de leurs parents. Les parents le regrettent, il y a un changement sociétal, un changement civilisationnel. Et on a eu, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, l'intuition avec quelques amis que c'était possible de continuer à transmettre en 2000, à l'époque c'était en 2021 et aujourd'hui en 2025, c'est toujours possible de transmettre à ses enfants ce qui comptait pour nous et ce qu'on voulait pour le monde et la société. Et cette intuition, elle peut s'exprimer en France. On critique très souvent l'État sur sa mainmise de la vie quotidienne, mais en réalité, créer une école en France, aujourd'hui, c'est toujours possible. Et j'ai envie de dire, c'est relativement facile d'un point de vue administratif. Alors, ça peut surprendre les auditeurs, mais on va dire que les difficultés viennent plutôt après. Voilà. Créer une école reste tout de même assez simple d'un point de vue administratif. L'État, en France, et contrairement à d'autres pays européens, protège relativement bien la liberté d'entreprendre dans le monde éducatif. Ça, c'est au début. Voilà, au début. Après, ça se corse. Mais au début, c'est possible. Et je vais y revenir. Alors, il y a 4 ans, il y a 4 ans et demi, on s'est, à force de parler problématiques d'éducation et enjeux éducatifs avec quelques amis, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de gens autour de nous qui étaient globalement insatisfaits de ce qu'ils trouvaient dans les écoles publiques ou privées. Et que l'aboutissement de cette déception était que les enfants ne portaient pas forcément les mêmes valeurs que leurs parents, au grand regret ou au grand dam de leurs parents. Et que l'école se cantonnait bien souvent à une transmission académique souvent insuffisante et absolument aucune transmission culturelle, civilisationnelle ou même éducative. Voilà. Et face à ce constat-là, on s'est dit, est-ce que c'est possible d'entreprendre en France aujourd'hui ? Est-ce que l'administration permet de créer des écoles ? Et est-ce que c'est possible pour des parents qui ne sont pas des professionnels de l'éducation de se lancer dans un défi un peu fou de créer une école en 2021 ? La réponse est oui. L'État, clairement, laisse la porte ouverte à la création de nouvelles écoles. Alors, même si l'éducation, l'enseignement à la maison est fortement restreint depuis quelques années, créer une école privée Maintenant, indépendante... ça devient quasi impossible. Il faut des motifs physiques, alors Voilà. qu'avant, c'était beaucoup plus large. Absolument. Donc ça a été extrêmement restreint. Peut-être que demain, l'État restreindra la création des nouvelles écoles, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible sous réserve que vous débrouillez entièrement tout seul de A à Z, c'est-à-dire globalement sans aide de banque, sans aide de l'État d'aucune sorte, sans subvention, sans accès aux subventions qui sont dues par les communes pour la restauration des élèves, etc. Parce que vous serez hors contrat. Parce que hors contrat, la loi prévoit qu'on ne peut de toute façon que créer des écoles hors contrat et qu'au bout de 5 ans, il est possible d'envisager un contrat avec l'État si on le souhaite. On peut rester hors contrat, mais on peut envisager au bout de 5 ans d'existence, une fois qu'on a fait la preuve de son fonctionnement, de passer sous contrat. Et donc, l'État demande un certain nombre de diplômes. Voilà, ça complexifie un peu la procédure, puisque en fait, il faut soit un bac+2, soit un bac+3 en fonction de ce qu'on veut faire dans l'école. Mais
Donc il y a une contrainte de diplôme, mais avec n'importe quel diplôme reconnu par l'État et la nationalité française, en fait, on peut créer une école en France. Voilà. Donc ça peut être un diplôme de langue, un diplôme de sport, un De diplôme sport, c'est de un pour être comptabilité, prof. d'informatique, Mais pour pour être le prof de philo, directeur, ça marche. pour le directeur, il n'y a pas une exigence particulière? Non, en fait, il y a une exigence d'expérience. On demande à ce que le directeur ait une expérience de 5 ans, voilà, dans l'éducation et un diplôme. Mais sachant que le rectorat Mais a un la... diplôme d'éducation ou Non, non, pas? un diplôme D'accord, d'enseignement supérieur. d'enseignement supérieur. D'accord. Sachant que... Et 5 ans Et d'expérience. 5 ans d'expérience. Sachant que ces 2 critères peuvent être levés sur dossier par le rectorat. Voilà. D'accord. Donc c'est possible de demander des dérogations. Alors, votre première demande, elle va où? Au rectorat? Rectorat, mairie, préfecture. En fait, D'accord. il y a une démarche administrative qui est relativement bien rodée pour s'assurer que les enfants sont en sécurité, que ça ne va pas créer de perturbations locales ou sociales. Donc, il y a une petite enquête voilà, des ex-renseignements généraux sur ce que c'est que cette école-là. Et puis, validation par le rectorat que c'est fait par des gens à peu près diplômés et qui semblent aptes à gérer une école, aussi bien pour le directeur de l'association que pour le directeur et les enseignants. Alors, quand vous dites la commune, le département, non, vous avez dit la commune, le département, le rectorat, non, c'est ça? C'est la commune, la préfecture, La préfecture, c'est ça, et donc le le rectorat. département, Voilà. effectivement, le rectorat. Ça veut dire que vous avez déjà un lieu. Il faut un lieu, puisqu'en fait, la première règle pour créer une école, la première règle qui doit être respectée, et que moi j'ai moi-même eu du mal à bien identifier au début, parce que les textes sont un peu flous, en fait, la première règle, et qui semble, ma foi, assez normale, c'est la sécurité physique des enfants. En fait, c'est la première règle. Et donc, la sécurité physique, elle s'exerce d'abord par un lieu adapté à recevoir des enfants. Donc vous Voilà. achetez d'abord une école sans savoir si vous aurez les Non, autorisations. parce qu'en fait, c'est assez bien fait. En fait, honnêtement, c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'on peut déposer une demande d'autorisation d'ouvrir une école sur un lieu qui ne nous appartient pas. Pareil, alors, parfois l'information circule mal, mais en fait, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'on a fait, hein. Nous, on a acheté nos bâtiments le 3 août pour ouvrir le 8 septembre. Donc, les autorisations, elles avaient été déposées en amont. Vous les aviez avant, bah oui, ça paraît normal. Et donc, de la même façon qu'un permis de construire, on le sait peu, hein, mais on peut déposer un permis de construire sur le terrain du voisin. Voilà, on n'est pas censé le faire sans son autorisation, mais c'est possible. Bah, de la même Avec façon, son accord, quand même. avec son accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible, en fait, de De déposer... dissocier les deux, ouais, de dissocier la les deux. demande de Donc, en permis. fait, ouais. créer une école, voilà, c'est possible. C'est possible en France aujourd'hui, et malgré toute la pression qu'il y a sur la sécurité, hein, tout le monde vit dans un monde obsédé par la sécurité, vous mentionniez tout à l'heure les valeurs républicaines, etc. C'est sûr, hein, il y a une pression sur ces sujets-là, mais qu'il y a une pression qui reste avec un objectif de résultat, et ce que je trouve assez intéressant pour les écoles indépendantes. Beaucoup de choses sont traitées avec un objectif de résultat plus qu'avec un objectif de moyens, et notamment sur les objectifs éducatifs poursuivis, et c'est là que réside la liberté des écoles indépendantes. C'est que les écoles indépendantes ont un objectif de résultat fixé par l'État, qui est un socle commun de compétences, connaissances et culture, que les élèves doivent avoir appris en fin de cycle. Après, on se débrouille comme on veut sur la méthode, sur le rythme d'apprentissage, D'accord. sur l'ordre de Heureusement, sinon ça ne vaudrait l'apprentissage. pas le coup d'être Bien sûr. indépendant sans ça. Et donc, c'est vraiment possible aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est vraiment possible. Après, l'énorme défi des écoles hors contrat, c'est clairement d'être financé, de trouver des enseignants, de fonctionner au quotidien. Et là, c'est un défi d'un autre ordre. Les écoles, évidemment, un élève scolarisé par l'État coûte à peu près un peu plus de 8 000 € par an. Dans une école indépendante comme Carlo Acutis à Tours, un élève coûte environ entre 4 500 et 5 000. Donc, on revient beaucoup moins cher pour proposer beaucoup plus à un élève. Je prends l'exemple d'un collégien. Un collégien qui suit une scolarité chez nous au collège va recevoir à peu près l'équivalent d'1 an d'enseignement supplémentaire au cours des 4 années de collège. Donc ça veut dire plus de personnel enseignant. Et en général, c'est des classes plus petites. Donc, ça veut dire que le coût d'un enseignant est plus élevé par rapport à un seul élève. Donc, notre vrai défi, c'est de pouvoir accueillir toutes les familles, quels que soient leurs moyens, pour leur donner une éducation vraiment particulière, celle que l'on a imaginée dans le cadre de la création du groupe scolaire Carlo Acutis. Et on a voulu, dès le début, offrir cette possibilité aux familles, quels que soient leurs revenus. Quels que soient leurs revenus, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus d'un tiers de nos familles
qui ont un quotient familial inférieur à 1 200 € par mois, alors qu'une scolarité plein tarif est déjà autour de 280 € pour le collège. Ce qui veut dire que ces familles-là n'ont aucun moyen de payer ce type de scolarité, et donc on a mis en place un certain nombre de bourses pour pouvoir accueillir voilà, des familles de tout type d'horizon et de situation financière. Voilà, des bourses comprises dans votre projet de financement. Dans notre projet de financement. Et donc après, derrière, le défi, c'est de financer tout ça, financer les enseignants, financer les bourses. Les parents, même les parents, on va dire, qui ont plus d'aisance financière, ne sont souvent pas en mesure de payer le vrai tarif d'une école de ce type-là. Et donc, c'est des écoles qui reposent énormément sur du bénévolat et des dons. Voilà. Donc là, c'est la période des dons. On recherche des dons voilà, un peu toutes les semaines. C'est le défi, puisqu'aujourd'hui, après 4 ans, on scolarise 225 élèves et on a vocation à doubler cet effectif-là d'ici 5 ans avec un gros projet immobilier que là aussi, il faut financer. Et donc, vraiment, les difficultés en France aujourd'hui sur le monde pour rénover l'éducation, c'est plus des difficultés de financement. Voilà, trouver un crédit bancaire, trouver des dons, c'est beaucoup plus compliqué que de se mettre d'accord avec l'État. Alors, si les auditeurs, une fois, pas tout de suite, mais une fois que vous aurez vaillamment défendu votre école, si les auditeurs veulent vous aider, ils doivent aller sur quel site? Parce que je suppose que c'est comme ça que ça marche. Absolument. Donc, c'est le site carloacutis.tour, .tour comme la ville. Oui. Donc, carloacutis.tour. Et là, tout est indiqué. Il y a pas Il y a d'arrobase un onglet Nous soutenir. Il n'y a pas d'arrobase? Non, il n'y a pas d'arrobase. d'accord. C'est www.carloacutis, A-C-U-T-I-S, D'accord, c'est le site, tour, c'est pas le comme la nom, ville. Voilà. Bien sûr. Et donc, après, tout est expliqué, tout est fléché. Et il y a aussi un autre site pour notre grand projet immobilier qui s'appelle couventroyaldesminimes.fr, qui est voilà, faire revivre le tombeau de Saint-François de Paul pour y installer une œuvre éducative. Et là, c'est le grand défi des prochaines années. Quel rapport avec l'école? Et ben, l'objectif, c'est de déménager l'école qui est aujourd'hui dans des bâtiments provisoires type Algeco, dans l'ancien couvent, le premier couvent des Minimes qui se trouve juste à proximité de Tours, et de pouvoir faire revivre un grand lieu spirituel de Touraine autour de cette œuvre-là. Voilà, nous, on porte le projet de l'école à la base, c'est d'éduquer au bien, au beau et au vrai. Qui pourrait être contre? Qui pourrait être contre, voilà. Et c'est vrai que on nous a fait plusieurs fois la réflexion. Aujourd'hui, on a 225 élèves dans des Algeco. Pour l'éducation au beau, on peut mieux faire. Ils iront aux minimes après, et puis voilà, vous leur faites visiter les minimes en attendant. Voilà. Alors moi, je voudrais profiter de votre présence ici pour faire mon couplet habituel, mais je ne l'ai pas fait déjà depuis un certain temps, donc je peux le renouveler, en faveur des écoles hors contrat, puisque l'un de mes enfants s'est trouvé accueilli à la naissance de l'école de M. Valadier au PEC, Saint-Dominique, donc, qui est devenue depuis une fort grande école, et M. Valadier lui-même, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps ici, est devenu directeur plus La ou moins Fondation pour l'école. de la Fondation pour l'école. Et donc, je voudrais simplement raconter ça pour les auditeurs, tant pis pour ceux qui me suivent depuis des années et donc l'ont déjà entendu. Mon fils était en maternelle, hein, donc et tout de suite, on m'a expliqué, bah, écoutez, voilà, alors on n'a pas notre lieu définitif, donc vous voyez, c'est une verrerie. Donc, évidemment, commencez à baliser. Et soyez tranquille, vous voyez, on a tout isolé, il ne peut y avoir aucun accident, tout est sécurisé, etc. Et puis, deuxièmement, bah, écoutez, on n'a pas de cantine, hein, donc ce serait gentil que vous fassiez les repas pour votre enfant. Alors, je n'avais jamais fait ça, donc l'aîné avait été dans une école publique, je dirais, et même dans une école privée, mais sous contrat. Et donc, je me suis mis à faire ça. En plus, pour les trajets, parce que c'était à 8 km, il y a souvent ce problème-là aussi. Eh bien, tout de suite, j'ai vu que des parents étaient disponibles, habitaient dans le même coin que moi, qu'on pourrait se partager les allers-retours. Enfin, il y a quelque chose, moi, j'ai à cœur de plaider ça, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ces cas-là. On voit l'école la plupart du temps comme un lieu lointain où on dépose l'enfant et puis bon, voilà, il se passe ce qui s'y passe, on râle si ça va pas, on va rencontrer la maîtresse si les maîtresses sont pas contentes de vos enfants, etc. Mais c'est toujours plus ou moins, les rendez-vous sont toujours plus ou moins dans un cadre un peu conflictuel. Alors que dans la création d'une école, il y a comme vous disiez, ce désir de bien, de beau, etc. qui anime les gens. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voilà, je voulais le dire. Ouais, non, mais vous avez entièrement raison. On va dire que l'étincelle qui nous a
amené à créer l'école, c'est vraiment cette intuition à la sortie du Covid que l'école ne pouvait pas être qu'un lieu d'apprentissage académique et que ça devait être aussi un lieu de sociabilisation pour les enfants, un lieu de sociabilisation pour les parents, un lieu d'apprentissage éducatif et un lieu d'apprentissage spirituel. Et cette vie, elle devait être unifiée, ce n'était pas des silos séparés. Et ce qu'on s'est dit, c'est possible de continuer ce qui est vécu à la maison, à l'école, avec des enseignants qui soient non seulement des maîtres académiques, mais aussi des exemples humains, des exemples dans la vie de tous les jours, dans, on va dire, le fait de vivre la charité. On s'attache vraiment beaucoup à cette unification de l'éducation. Bon, alors, le terme d'éducation intégrale a été largement galvaudé, on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière, mais voilà, c'est vraiment possible de faire en sorte que les enfants ne considèrent pas l'école comme quelque chose de désagréable, de quelque chose de séparé de la vie familiale, mais comme juste un prolongement, et que ce soit une nouvelle famille. Et je pense que la plus belle gratification qu'on a pu avoir en créant cette école, c'est en voyant la différence de sourire des enfants. Voilà, je pense que je suis assez heureux de pouvoir le dire et le constater à chaque fois que je vois une récréation, c'est de voir vraiment des enfants qui sont plus heureux que dans d'autres écoles. Voilà, plus heureux, avec cette joie qui se ressent. Les visiteurs qui viennent dans l'école le remarquent. Voilà, il y a quelque chose de particulier dans les cours de récréation où les enfants sont plus heureux que ce qu'on voit ailleurs. Les adolescents, on va de la maternelle à la troisième, et nos collégiens voilà, ne sont pas des collégiens mal dans leur peau. Voilà, c'est encore des enfants et qui jouent comme des enfants avec la joie des enfants. Oh, il y en aura peut-être un ou deux qui sera mal dans sa peau, mais vous essayerez de faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça peut toujours arriver, mais c'est pas une caractéristique Oui. des adolescents chez nous. Il y a vraiment cette unité de vie qui nous permet de vouloir être des semeurs de joie. Et pour être semeur de joie, il faut d'abord la vivre soi-même. Et ça fait vraiment partie du projet éducatif. Ce qui n'empêche pas derrière de devoir distribuer quelques punitions disciplinaires pour exiger Bien sûr. le meilleur des enfants. Mais l'ensemble est porté par cette respiration spirituelle, par cette joie qui est vécue au quotidien, par l'apprentissage de la beauté. On a souhaité, quand on a créé l'école, par exemple, que les enfants, à partir du CM, aient toutes les semaines, jusqu'en troisième, des cours d'histoire de l'art, pour pouvoir s'émerveiller sur la beauté du monde. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur, de pouvoir donner les clés aux enfants de l'émerveillement à travers la découverte de l'art, à travers l'apprentissage de la musique. Tous nos enfants apprennent à lire la musique au primaire, à Ah chanter à oui, plusieurs ah voix. ça c'est Voilà. dommage que Laurine ne soit pas là, elle aurait Ouais. apprécié. Et voilà, ils chantent tous à quatre voix au collège, même si la quatrième voix vient pour assez tard dans le processus du collège. Mais voilà, c'est vraiment un objectif fort. Vous avez une chorale? Donc on a voilà, des chorales, mais des chorales qui concernent tous les élèves. Et c'est vraiment ça la particularité de notre organisation, c'est que c'est pas un chœur pour les bons. On fait chanter en polyphonie tous les élèves, de la même façon qu'on leur apprend aussi à chanter le grégorien. On fait un concert à Tours, d'ailleurs, ce samedi à Saint-Julien. On fait 2 concerts à la suite avec les collégiens. C'est plus qu'une simple chorale de classe. C'est Oui. 1 heure de chant, par Enfin, il y a semaine, quand en même plus de la des musique. enfants qui chantent faux, ça vous n'y pouvez rien. Hein. Alors, oui, mais on y peut quand même quelque chose. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont des problèmes physiques, qui n'arrivent pas à chanter. Alors là, la nature fait qu'on n'y peut rien. Néanmoins, vous avez quand même un certain nombre d'enfants qui arrivent à ajuster leur voix en écoutant les autres. Et qui, tout seuls, vont chanter faux, mais qui, dans un chœur, vont régler leur voix par Bon, rapport aux si autres. vous le dites. Voilà. Non, Moi, quand j'étais dans les chorales, je craignais beaucoup celui ou celle qui chantait faux parce que ça nous est désorganisé complètement. Mais bon, Voilà, mais il y a différents niveaux. Il y a Oui, bien forcément, sûr. tout le monde ne peut pas être soliste, c'est certain. Mais voilà, c'est vraiment possible de travailler l'émerveillement, de travailler la joie, le chant. Tous nos élèves aussi font du théâtre. Voilà, c'est aussi dans nos ça particularités. c'est dangereux. Hein. Voilà. On pense que si on veut, en tant qu'école, avoir un impact sur la société de demain, il faut savoir parler en public. Voilà. Il faut savoir parler en public. Absolument, Voilà. C'est absolument. indispensable. Vous savez que moi, quand j'étais en primaire, j'avais eu le prix de phraséologie.
Donc, je voulais mettre un prix comme ça. J'étais très surpris, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et donc, voilà, c'est quand même un concept intéressant. Apprendre à parler, oui, bien Ouais. sûr. Bien Apprendre sûr. à parler, ça nous semble indispensable, tout comme apprendre les langues étrangères. Les écoles hors contrat souvent pêchent un peu sur l'apprentissage des langues étrangères. On pense que savoir bien parler anglais, c'est indispensable dans le monde dans lequel on vit. Malheureusement. Et l'objectif, c'est de pouvoir, à terme, avoir un impact sur la société et pouvoir rayonner au-delà de notre microcosme. Bon, mais allons maintenant sur ceux qui fâchent ou ceux qui risquent de fâcher. Quand vous déposez votre demande, vous dites bien qu'il y a un aspect spirituel et que donc vous êtes catholique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais rien, parce que l'État s'en fout de savoir si on est catholique. En fait, dans une école hors contrat, vous devez déclarer un certain nombre de choses administratives sur la sécurité des enfants, sur le diplôme des enseignants, le diplôme du directeur, le fait que vous n'avez pas de casier judiciaire et que vos enseignants n'ont pas de casier judiciaire. Mais personne ne vous demande ce que vous faites sur la partie religieuse. Donc on a une liberté qui est totale. Peut-être. Maintenant, mais regardez Stanislas, qui est quand même Mais ils une sont pas- école mais qui ils sont sous fonctionne contrat. depuis... Ils sont sous contrat. En fait, c'est que les écoles sous contrat, Oui, mais enfin, si ces critiques-là sont faites à ces écoles-là, il n'y a pas de raison qu'elles ne s'étendent pas aux autres, c'est ça. Parce que c'est des critiques fondamentales. je ne veux pas être un oracle et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ce qui est certain, c'est que la loi de Bré portait en elle un ver qui a pourri en fait la liberté de l'enseignement sous contrat d'association avec l'enseignement public. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le contrat, c'est un contrat d'association à l'enseignement public. Voilà. Et ce contrat d'association à l'enseignement public prévoit que les enseignants sont payés par l'État et sont obligés de suivre les programmes de l'État. Et donc, dans ce cadre-là, la récente polémique avec Stanislas ou avec le secrétaire général de l'enseignement catholique est de dire, est-ce qu'un salarié de l'État peut faire un cours d'enseignement religieux ou une prière? Bah, ça devrait, dans un établissement catholique, ça devrait. Oui, Il mais faudrait qu'il y ait une exception. je suis bien d'accord. Néanmoins, le point d'achoppement est le fait d'avoir l'obligation de suivre les programmes de Mais, l'État. ce qui prouve bien que les accords langue cloupée, l'Église s'est fait avoir et l'enseignement catholique s'est fait avoir. Parce que ce qui était prévu avec cette immense manifestation à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer, en 84, je rappelle. Moi aussi. C'est petit alors. J'étais petit. Oui, dans la poussette peut-être. Et bien, le résultat aurait dû être, et nous avons cru qu'il était, et nous en sommes contentés, peut-être nous avons eu tort, effectivement, qu'il était justement, qu'il comprenait une sorte d'exception concernant les établissements sous contrat mais catholiques pour ce qui était que l'enseignement de la religion, l'enseignement, etc. Alors C'est moi, à je voir. m'attache. Je pense que la clé de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, il n'est pas forcément. C'est pas une clé à rechercher dans la loi et dans les contraintes que l'État fait peser sur les établissements, mais beaucoup plus sur la réalité des établissements d'enseignement catholique aujourd'hui. En moyenne, je pense que si on regarde les statistiques de catholiques pratiquants dans les établissements d'enseignement catholique, aujourd'hui, ils sont ultra minoritaires. Ce qui veut dire que l'immense majorité des personnes bénéficiant de l'enseignement catholique n'est plus intéressée par le caractère propre. Je pense que le problème de D'où fond... vous sortez ces statistiques? Ça me paraît quand même étonnant. Regardez les établissements que vous Parce connaissez. que Les catholiques sont devenus ultra minoritaires dans l'enseignement je catholique. pense qu'à Stanislas, moins qu'ailleurs. Parce que, Mais à Stanislas, certainement moins qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, les catholiques restent minoritaires. de toute façon, c'est pas une Non. raison. Nous, on se bat pour que, voilà, qu'on ait cette liberté-là. Mais cette liberté, je pense Même qu'aujourd'hui, s'il y en avait aujourd'hui, que- l'État finalement profite du déséquilibre qui s'est créé en faisant levier sur une majorité au sein des établissements catholiques qui n'est plus intéressée par le caractère propre, mais qui est intéressée d'abord par le caractère privé des établissements. Et donc, il y a une force qui me semble difficile à contrer. Je souhaite qu'elle le soit, mais elle me semble quand même difficile à contrer sur le long terme, d'avoir des catholiques qui sont en minorité dans leurs propres établissements et qui peuvent finalement forcer la majorité à des choses qui n'intéressent plus la majorité. Écoutez, je vais regarder ça de près, mais ça me paraît très tendancieux comme approche. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, venant de certains que je connais bien, mais bon.
En tout cas, alors, ce qui peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a des catholiques qui sont allés vers le hors-contrat, parce qu'ils trouvaient que justement, dans ces grands établissements, il n'y avait tout à fait. plus assez de prières, il n'y avait pas assez d'enseignement du catéchisme, il n'y avait pas surtout cet esprit dont vous parlez, que vous désirez donner à votre école. Alors, justement, pour préciser, parce que tous les auditeurs ne sont pas catholiques, à Radio Courtoisie, il y en a beaucoup, hein, mais ils ne sont pas forcément tous. Donc, qui est Carlo Acutis ? Alors Carlo Acutis, c'est un jeune Italien qui est mort à 15 ans, au début des années 2000, d'une leucémie foudroyante, et qui a étonné le monde, sa famille, ses amis, son entourage, par son audace et son ardeur missionnaire, notamment via Internet. En fait, on l'appelle souvent le saint geek. Voilà, il a été, on va dire, aux avant-postes de l'évangélisation sur Internet, et en mêlant à la fois une très grande charité avec toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer, et une ardeur à annoncer la bonne nouvelle sans équivalent. Il a été canonisé par le pape Léon XIV cette année. Il devait l'être par le pape François, mais sa mort a empêché cette canonisation. Il a été béatifié il y a 4 ans. Et en fait, c'est en entendant parler par mes enfants que j'ai eu voilà, le déclic de dire il faut créer une école qui s'appelle Carlo Acutis. En fait, c'est un saint qui est mort à 15 ans, qui a vécu au 21e siècle, et donc qui parle à la génération qui est adolescente aujourd'hui. Voilà, c'est pas une figure ancienne et lointaine, c'est vraiment une figure proche qui a les mêmes problématiques que la jeunesse actuelle, qui a vécu dans un milieu, on va dire, agnostique ou indifférent, et qui s'est dit, ben voilà, et qui vient pas d'une famille très pratiquante non plus, et qui s'est dit comment je peux annoncer voilà, l'amour du Christ, et comment je peux faire du bien autour de moi, que ce soit auprès des sans-abri, auprès des gens de mon immeuble, de mon école. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est révélé à son enterrement, où il y a eu une foule de plusieurs milliers de personnes qui s'est réunie pour un enfant de 15 ans, non pas parce que c'était triste pour les parents, mais parce que Carlo Acutis avait croisé leur route. Et il était donc né en Italie, en fait, ça s'est passé en Italie. Alors, je crois qu'il est né à Londres, si ma mémoire... Ah oui voilà, il Ah est bon né à Londres et il a vécu en Italie, oui. Alors, quand nous avions discuté ensemble et que nous avons décidé de faire cette émission, vous m'aviez expliqué quelque chose de très subtil, tellement subtil que naturellement je l'ai oublié, concernant les modalités et les histoires de contrats. Voilà, alors oui, alors ça c'est quelque chose de très important au regard de la crise de l'éducation actuelle. On a une crise qui est liée à la fois à l'organisation interne de l'éducation nationale et une crise des objectifs que l'on peut fixer à l'éducation. Et aujourd'hui, l'enseignement diocésain se retrouve attaqué diocésain ou sous contrat d'association, se trouve attaqué de toutes parts pour maintenir le minimum de ce qu'il a réussi à garder. Et il est très compliqué d'innover dans le monde éducatif. Il est difficile d'avoir des établissements qui portent un véritable projet spécifique et original. Et donc, si on veut innover dans le monde éducatif aujourd'hui, c'est souvent par le biais du hors-contrat, avec les limites financières que j'évoquais en début d'émission. Trouver des donateurs, trouver des soutiens financiers qui nous permettent de prospérer, c'est extrêmement compliqué. Il existe une petite voie médiane et qui me semble être particulièrement intéressante si on veut faire bouger les choses, bouger l'enseignement public ou privé sous contrat d'association. C'est le contrat simple avec l'État. Voilà, c'est ça. Le contrat simple avec l'État, qui n'existe que pour l'enseignement primaire, se différencie largement du contrat d'association à l'enseignement public. Voilà. Un contrat simple permet en fait à une école primaire d'avoir les salaires nets des enseignants payés par l'État, c'est-à-dire qu'il reste à la charge de l'école les charges sociales, et c'est l'école qui reste le supérieur hiérarchique des enseignants. Les enseignants ne deviennent pas fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. D'accord.
Le contrat simple est quelque chose de peu répandu, c'est quelque chose qui est prévu par la loi et qui permet d'avoir des programmes qui sont exprimés en fonction des programmes officiels, mais qui ne suivent pas les programmes officiels. C'est-à-dire que quand vous êtes sous contrat d'association avec l'État, l'obligation des enseignants qui sont salariés par l'État, c'est de mettre en œuvre les programmes et les directives du ministère de l'Éducation nationale. Un enseignant qui enseignerait dans une classe sous contrat simple a pour obligation uniquement d'exprimer ses objectifs académiques en rapport avec les programmes officiels, c'est-à-dire en comparaison avec les programmes officiels, mais sans obligation de suivre les programmes officiels. Et donc, c'est un moyen qui est un peu intermédiaire entre le hors-contrat et le contrat d'association, intermédiaire à la fois dans les contraintes académiques et intermédiaire dans le soutien financier. Et donc, c'est quelque chose qui permet de récupérer quand même un bout de soutien financier de l'État, tout en gardant son autonomie, tout en gardant la maîtrise hiérarchique des enseignants, qui est la clé de voûte d'un système éducatif performant. En fait, quand un directeur d'établissement n'a pas de pouvoir hiérarchique direct sur ses enseignants, il ne peut pas mettre en œuvre un projet d'établissement, quel qu'il soit. C'est ça le défi français, j'ai envie de dire, demain. C'est de redonner aux directeurs d'établissement le pouvoir hiérarchique sur leurs enseignants. Peut-être que l'État y viendra. Notre président Macron a dit que ce serait bien de le faire, mais ça a du mal à avancer. Beaucoup de gens sont conscients qu'il y a besoin de redonner ce pouvoir hiérarchique aux directeurs d'établissement. C'est très compliqué à faire parce que les enseignants sont très jaloux de leur indépendance. C'est possible dans le cadre d'un contrat simple qui permet de mener un projet d'établissement original, de garder une certaine indépendance et d'avoir un minimum de soutien de l'État. Alors, on va écouter un petit Bobido et ensuite, je vous demanderai des précisions. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Alors, maintenant, je vais poser la question qui tue, parce qu'il en faut bien une quand même dans une émission, sinon c'est pas drôle. Donc, vous êtes là avec votre projet. Vous aimeriez quand même, je dis pas vous, quelqu'un, aimeriez quand même que les enseignants soient rémunérés, comme vous venez de le dire, en partie, en tout cas, en grande partie par l'État. Vous voulez donc souscrire un contrat simple, donc vous êtes censé émettre décrire plus précisément quel va être votre projet par rapport au programme. Bon, alors nous arrivons sur le chapitre éducation sexuelle, bien entendu, puisque ces derniers temps, nous avons eu tout loisir, nous avons été très informés sur les réseaux, partout, pour savoir ce qui se passe réellement, pas partout naturellement, mais dans quelques écoles de pointe, si je puis dire, sur le plan de la libération sexuelle, donc ce qui se passe, qui est qu'on pourrait tout de même, certains vont tenter d'ailleurs d'incriminer ça, parce que ça porte atteinte très clairement à l'innocence des enfants, ça leur apprend des mots qu'ils ne devraient pas savoir à 4 ans ou à 5 ans, et parce que ces mots désignent des choses, et que ces choses désignent quelque chose qui n'est pas encore de leur monde, fort heureusement, ils ont quelques années avant d'y entrer, et de manière générale, une forme de perversion, en disant enfant, toi tu es un garçon, mais tu peux être une fille, toi tu es un garçon, mais tu peux aimer un garçon, te marier, avoir des enfants, etc. Toutes choses qui sans doute tout à fait existent, mais la question est de savoir si véritablement il faut que l'école se charge de cette
puisqu'on peut trouver quand même une manipulation pour que les enfants aient une idéologie particulière, hein, que nous connaissons bien, qui certes est tout à fait validée par l'État, mais peut-elle être validée par l'Église et peut-elle être enseignée dans le cadre justement d'un projet qui est celui d'entourer les enfants de beauté, de bien, etc. Bon, qu'est-ce que va dire le directeur enfin, le futur directeur d'établissement? Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça? Parce que c'est un programme d'État quand même. Alors, en fait, pour moi, c'est un très bon rebond par rapport au questionnement autour du contrat d'association, du contrat simple et du hors contrat. Euh, Quand vous êtes sous contrat d'association en enseignement public, vos enseignants étant des salariés de l'État, ils sont obligés de mettre en œuvre les programmes de l'État. C'est-à-dire que si vous avez un programme EVARS pour, Oui, c'est ça. pour la petite section de maternelle, Éducation à l'enseignant la vie. Attendez, alors je le redis pour les auditeurs parce que la vie affective, je sais pas, et de je sais pas quoi, des stéréotypes, non, et enfin, sexuel. et sexuels. Mais le bon, R, je je sais cherche encore. Enfin bon, Bon, bref, sexuel. EVARS, retenons Bon, ça. voilà. Et donc, dans l'enseignement, finalement, le piège de la loi Debré, c'est de faire en sorte que les enseignants, et devenant des agents de l'État, obligés de mettre en œuvre les directives de l'État, il est extrêmement compliqué de ne pas le faire et d'essayer de contourner cette obligation légale. La, Debré n'imaginait certainement pas ce genre de cours, hein, ça je la- peux vous le la- dire. la problématique, la problématique des établissements hors contrat et sous contrat simple est un petit peu Mm. différente, puisque nous n'avons pas d'obligation d'appliquer les Voilà, programmes donc qu'est-ce que vous allez officiels. dire? Hein? Mais Parce en que, fait, enfin, vis-à-vis de ce programme-là, nous, on n'a rien à dire, puisque si on met en place un programme EVARS en petite section dans les établissements publics ou privés sous contrat d'association, un établissement hors contrat ou sous contrat simple est libre de faire autrement. oui, Donc, mais attendez, ils sont pas en droit, par exemple, pour un cours de géographie, ils sont en droit de vous demander, bah, est-ce que vous ferez le tour de la planète ou bien est-ce que vous allez vous concentrer sur un seul pays? en Là, fait, ils la, sont... la- la loi est la suivante, c'est-à-dire qu'on a une obligation de faire en sorte que les élèves qui nous sont confiés maîtrisent le socle commun des compétences, connaissances et culture en fin de troisième. Après, on se débrouille comme on veut. Voilà. La méthode, l'âge, etc., c'est du ressort de la liberté D'accord, des il y a une établissements. obligation de moyens de fin de Voilà. troisième. Non, qui est c'est une des- obligation de de résultat. résultats de fin de troisième, pardon. Et Oui. donc, en fait, on a une liberté qui est extrêmement grande. Si on considère que telle chose n'est pas à dire à des enfants de maternelle, évidemment, c'est notre liberté de ne pas le faire. De la même façon que si on a envie d'apprendre que à chanter en maternelle et que des maths en troisième, on peut très bien le faire. Ce sera D'accord. peut-être pas efficace, on aura peut-être des problèmes pour atteindre D'accord. l'objectif de résultat qui nous est affecté. Mais en revanche, on a la liberté de dire, tiens, par exemple, sur telle année, on peut décider, tiens, on peut dire, telle année, je ne vais pas faire de maths. C'est possible, en fait, dans une école hors contrat. Il faut simplement dire que l'objectif à atteindre en fin de cycle sera atteint, et donc il y aura des maths dans le cadre du cycle. Et donc, il y aura un contrôle en fin de troisième quand même. Ouais. Oui, mais en fait, c'est jamais un véritable contrôle de résultat. Mm. En fait, les inspections veulent savoir si c'est crédible qu'on atteigne le résultat visé en fin de troisième. Ils vont pas faire un contrôle. Après, ils pourraient très bien le faire, hein. Nous, c'est entre autres pour ça, par exemple, qu'on a obligé nos élèves, si on peut dire, à passer le brevet des collèges, qui est facultatif Le pour les fameux brevet troisièmes. des collèges. Parce que nous, ça nous intéressait aussi de savoir quelle était la qualité de ce qu'on avait enseigné à nos Oui. élèves. Voilà. Il se trouve qu'on a eu la meilleure moyenne de l'ensemble de la région, ce dont on se félicite, et donc qui vient aussi nous rassurer pour savoir que ce qu'on fait, ça va aussi dans la bonne direction, et que c'est pas que des élucubrations en chambre qui n'auraient pas de résultats académiques. Donc, je pense que c'est important pour les écoles de pouvoir se mesurer avec l'extérieur et de rester libre par rapport à l'âge des enfants, par rapport à cultiver cet esprit d'enfance, malgré tout ce qui peut se passer ailleurs. Voilà. C'est cette C'est ça, liberté, c'est ce que j'entends par maintenir la tête hors de l'eau. Voilà. Et c'est à la fois plus de lumière en milieu de l'hiver, voilà, c'est plus de lumière en milieu de l'hiver, c'est maintenir la tête hors de l'eau. Voilà, il y a cette liberté qui existe. Alors demain, l'État pourrait très bien décider de supprimer cette liberté, hein.
on peut imaginer plein de choses. Le pire n'est Néanmoins, jamais certain. le fond du fonctionnement des écoles indépendantes, c'est quand même une très grande liberté par rapport au programme officiel. Et donc, j'ai envie de dire, quand le programme de français change, quand le programme de mathématiques change, quand le programme EVARS arrive, etc., les écoles hors contrat ou sous contrat simple sont peu ou pas concernées. L'école sous contrat simple, elle va devoir dire ce qu'elle fait en comparaison du programme officiel. Elle ne va pas être obligée de suivre le programme officiel. Donc, il y a vraiment pour moi, il y a vraiment des zones de liberté qu'il faut savoir saisir. C'est vrai que l'enseignement sous contrat d'association a été longtemps une zone de liberté. Ça s'appelait d'ailleurs pendant longtemps l'enseignement libre. Hein. Les Mais oui, manifestations de 84 étaient pour défendre non pas l'enseignement L'école privé libre, sous ouais. contrat, mais pour défendre l'enseignement libre. Je pense que c'est important de le rappeler. Et qu'il y a eu une dérive interne, avant d'être une dérive de l'État, une dérive interne qui fait que beaucoup d'établissements sont passés du concept d'établissement libre au concept d'établissement privé. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a un établissement privé, Oui, cette ça- capacité à pouvoir promouvoir autre chose que ce que veut l'État est devenue extrêmement Vous limitée. êtes très indulgent vis-à-vis de l'État. Et moi qui étais beaucoup à Stanislas bien avant qu'il y ait cette histoire, parce que un de mes fils y était, et puis j'ai participé à plusieurs manifestations chez eux, je crois que voilà, il y a beaucoup plus une incitation de l'État qu'un réel désir de la part Oui, de parce cette école. D'autres Non, non, mais peut-être, je sais pas. Mais... vous avez raison. C'est-à-dire qu'à Stanislas, il y a une vraie volonté depuis longtemps de rester un établissement libre. Et donc, forcément, étant un établissement d'excellence du centre de Paris avec beaucoup d'enfants voilà, Stanislas est Oui, beaucoup de particulièrement sous le catholiques. feu des projecteurs. Beaucoup de Et donc, catholiques. voulant promouvoir un modèle différent et défendre sa liberté, c'est le premier à être inspecté, le premier à être ennuyé. Ça, c'est certain. Mais voilà, beaucoup ont quand même abandonné leur caractère propre Vous savez, ça me fait penser à ce depuis qu'on longtemps. disait, ce qu'on dit toujours. On dit, ah mais oui, mais l'Église, de toute façon, en 89, ça fait longtemps qu'elle s'était sabordée elle-même. Moi, je suis sceptique sur la capacité des gens à se saborder eux-mêmes. J'observe beaucoup plus les capacités infinies de l'État, que ce soit par des moyens financiers, que ce soit par des lois, que ce soit par Ah. des décrets, Alors, d'obtenir les changements qu'ils désirent, Oui. en fait. mais alors, je vais Enfin, juste la parler. révolution, c'est carrément la là, révolution. si je donne juste quelques anecdotes personnelles, j'ai été ancien élève de Stan à Paris pendant Ah. plus de 12 ans. Donc, vous Voilà. connaissez aussi la question, d'accord. Je connais du coup un petit peu la question et je peux dire, voilà, sans embâge, que quand j'y étais élève, donc c'est les années 80 et début des années 90, le caractère propre de l'établissement était beaucoup moins affirmé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de présence religieuse encore dans l'école, c'était encore dirigé par un prêtre, il y avait encore probablement peut-être une dizaine de prêtres qui vivaient dans l'établissement, mais globalement, le caractère propre et la volonté de faire des choses différentes des autres établissements étaient bien moins marqués qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une renaissance du modèle de Stan sur ce caractère propre depuis 20 ans, voilà, qui est très différente de la période des années 80-90 que moi j'ai vécue, où le caractère propre était plus qu'anecdotique. Bon, si vous Ouais. le dites, je vais vous croire. Mais mon fils y était pas tout à fait à la même époque que vous, mais bon, quand même, il faisait des choses que faisait aucune autre école, notamment des prières, notamment des choses qui n'étaient pas forcément dans l'enseignement, si c'est ce que vous voulez dire, effectivement, mais qui étaient à côté. Des réunions, des colloques, des... Non, mais ça restait c'est resté C'était mais ce que je veux dire, très... c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus affirmé. Pour moi, il a fallu, et de façon, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un peu de sabordage, il a fallu que Stan ne soit plus dirigé par un prêtre pour retrouver une certaine volonté de faire quelque chose de Carrément, différent. ça, c'est pas gentil pour Ouais. les prêtres. D'accord. Bon, de toute façon, nous ne résoudrons pas la question de Stanislas ce soir. C'était juste, voilà, je suis personnellement et en tant que juriste aussi, je suis, comment dire, étonné et parfois très contrarié par quand je sens qu'une idéologie cherche à s'imposer et qu'elle est essentiellement anticatholique pour ce qui concerne en tout cas la partie à la fois socialiste et à la fois
socialistes, communistes et LFI, etc. Et bien entendu aussi dans une idéologie d'État actuelle, qui est une idéologie essentiellement progressiste, essentiellement scientiste, et pas du tout tournée vers la spiritualité. Enfin, en tout cas, ça n'apparaît pas. Et donc, je pense qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention, mais je suis très heureuse de voir que ça reste possible. C'est pour ça que je voulais vous inviter pour que vous délivriez ce message optimiste qui est que il faut, voilà, il faut faire. C'est possible, en fait, Et voilà, en 2025, c'est possible de transmettre, possible de transmettre sa culture, sa foi, son exigence intellectuelle, le goût du travail aussi, qui est souvent oui, quelque chose qui disparaît en France. Voilà. Et aujourd'hui, il reste des zones de liberté en France où c'est possible de déployer ce genre d'initiative avec un défi, voilà, je leur dis, avec un défi financier qui est colossal. Et je pense que c'est important de pouvoir le dire aussi à vos auditeurs. Voilà, l'État permet aussi de faire un certain nombre de choses au bénéfice des œuvres d'intérêt général, type éducation, et notamment de flécher ces droits de succession quand on n'a pas d'héritier direct. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais quand on n'a pas d'héritier direct, il est possible d'affecter à peu près la moitié de ces droits de succession qui peuvent être extrêmement élevés à des œuvres d'intérêt général comme l'école Carlo Acutis à Tours. Il y a toutes les informations sur notre site, ou comme voilà, Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, hein, je pense qu'il faut le dire aussi. Mais voilà, quand on n'a pas d'héritier direct, au lieu de donner 60% de son patrimoine à l'État qui souffre de gabegie récurrente, il est possible d'affecter plus de la moitié de ces 60% voilà, à une œuvre d'intérêt usage général. direct. Oui. Voilà. Et donc là, il y a toutes les informations Et sur notre est-ce site. qu'il y a plusieurs écoles Carlo Acutis ou vous êtes seul ou comment ça se passe? Alors, il y a, dans le concept de notre école, c'est une école indépendante. Mais aujourd'hui, on a été la première école en Europe à s'appeler une école Carlo Acutis. Mais aujourd'hui, l'aura de Saint-Carlo Acutis est telle qu'il y a plusieurs écoles en France et en C'est ça, Europe. mais vous ne formez pas une Voilà, union et quelconque. on n'a pas vous êtes formé une indépendante. union quelconque. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien, si on arrive à financer ce projet au couvent royal des Minimes à côté de Tours, demain aussi imaginer créer d'autres écoles comme la nôtre. On a beaucoup travaillé sur les programmes, nos progressions, et on pense qu'on peut faire d'autres écoles comme la nôtre ailleurs en France. Voilà, on aimerait bien aider d'autres écoles aussi à suivre le même parcours que le nôtre, qui soit un mélange d'exigences culturelles, spirituelles, académiques, artistiques, au bénéfice des générations de demain. Mais écoutez, c'est formidable. Moi, je suis très contente que nos auditeurs aient pu vous écouter. Alors, nous avions donc j'avais prévu la présence de notre amie Laurine Martinez qui devait nous parler de la liberté de création, notamment artistique et notamment musicale, puisqu'elle est chanteuse lyrique. Il semblerait, je n'ai malheureusement pas reçu de message d'elle, donc je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas tout simplement pu prendre son train, ou peut-être que, je ne sais pas. J'espère en tout cas que tout va bien pour elle, mais apparemment, nous n'aurons pas sa participation aujourd'hui, c'est bien dommage. Alors, du coup, Fred, qui se tient très sage depuis tout à l'heure, n'a pas osé. Je l'ai un peu rabroué, c'est pas gentil. Ah du non, coup, mais j'écoutais monsieur, il n'a c'était pas osé. intéressant. Ah d'accord, donc lui c'est intéressant. Donc on l'interrompt pas, et moi c'est pas intéressant. J'espère juste qu'il n'a pas donné d'idée à mes parents sur la succession, là, parce que sinon je vais être très mal. Hein. Bon. Bah, ils ont un héritier que je sache. Oui, mais bon, c'est jamais. Je ne démarche que les gens qui n'ont pas d'héritier On saura, direct. j'ai eu peur. Voilà. Et donc, mon cher Fred, voilà, vous faites partie de ces gens merveilleux qui accueillaient les étrangers. Ouais. Je vois un sourire qui s'épanouit sur son... Et donc, moi, je vous ai interrogé sur toutes ces rumeurs qui circulent. Il faudrait déjà nous dire si elles sont vraies ou pas, qui est sur le fait que des milliards disparaissent dans cet accueil
indifférencié, c'est un peu ça le problème, hein, et ça vous allez peut-être nous le dire, entre des gens qui ne devraient pas être là, qui sont sous OQTF ou qui sont tout simplement n'ont pas les papiers nécessaires pour être en France, donc des délinquants vis-à-vis de la loi d'une certaine manière. Les étrangers qui sont en position régulière, mais qui pour autant n'ont pas de quoi vivre et donc doivent être dans des centres d'hébergement. Certains, dit-on, sont dans des hôtels, ce qui est quand même assez extraordinaire parce que moi qui vis à la campagne, je vois tout de même que des tas de gens ne reçoivent aucun secours de l'État alors que ils le devraient, qu'ils sont là depuis des générations, qui travaillent, etc. Bon, si on a fait cette dichotomie entre nationaux et étrangers, c'est tout de même pas du tout par xénophobie naturelle, mais par le fait qu'un État, comme une famille se doit de nourrir d'abord sa famille, un État se doit de s'occuper d'abord de ses nationaux. Secondairement, bien sûr, et dans la mesure où il en a les moyens, des étrangers. Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans un système que je comparerai peut-être tout à l'heure à ce qui se passe pour les délinquants qui, eux, se trouvent en prison, pour lesquels on se donne énormément de mal. Je vous parlerai de toutes les lois, tous les décrets qui sont pris pour qu'ils soient bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut, etc. Et ce qui choque, ce n'est pas ça en soi, bien sûr, mais c'est la disproportion, finalement. Donc, quel regard vous jetez sur tout ça ? Déjà, pour les auditeurs, il faudrait peut-être rappeler quelle est l'origine de l'hébergement d'urgence. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à la base, c'était quand même quelque chose de très bien au niveau pour aider les gens de la grande pauvreté. C'est né dans les années 50-60 avec les grands bidonvilles qu'il y avait autour des villes de Paris, de la banlieue, Noisy-le-Grand, etc. Et c'est un peu sous l'impulsion, vous vous souvenez, peut-être avez-vous connu ça, de l'abbé Pierre et puis aussi de Madame de Gaulle. Elle était très très petite, mais vous enfin étiez bon. Toute petite. Et à la base, on a créé ces foyers avec l'association notamment ATD Carmonde, etc., pour venir à l'aide vraiment d'urgence. Vraiment quelque chose... Alors, j'étais petite, mais mes parents m'ont emmenée, parce qu'ils avaient grand souci de m'éduquer, ils m'ont emmenée voir à Nanterre le bidonville. J'ai été effrayée qu'en France, des gens puissent vivre dans ces conditions-là, avec des bouts de tôle. C'était effrayant. C'est d'autant plus effrayant qu'il y a de nouveau quand même des bidonvilles autour de la région parisienne. Hein. Ça arrive, du côté d'Ivry. Ça n'empêche pas, l'hébergement d'urgence n'empêche pas... Mais alors, qui sont dans ces bidonvilles ? C'est pas des étrangers, a priori, puisqu'on les héberge. Il y a des camps de Rome, il y a beaucoup autour de Paris. Donc, pardon, j'ai interrompu. Donc ça démarre dans ces années-là, effectivement. Oui, ça démarre dans ces années-là. Et puis, alors, ce qui s'est passé... là-bas, je voulais vraiment dire ça, c'est que l'idée de base était excellente. Hein, on aidait vraiment les gens qui avaient besoin. Bien sûr. L'idée est toujours bonne, d'ailleurs. Bon, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les vagues migratoires, de plus en plus importantes à partir des années 70, 80, 90. Et l'hébergement d'urgence a finalement été plutôt orienté pour subvenir à des urgences de personnes qui débarquent comme ça de tous les continents, enfin surtout de certains continents. Et voilà, donc c'est pourquoi vous trouverez un changement important et une consécration différente. Peut-être que vous disiez tout à l'heure, pas forcément pour les nationaux, parce que en fait, la demande, elle est quand même extrême par rapport à des gens qui sont très nombreux, qui débarquent quand même chaque année. Je dirais depuis... moi, j'ai commencé à travailler sous Sarkozy. Alors Sarkozy, ça remonte un petit peu à loin maintenant. C'était les années 2007, 2008, 2009, 2010, je crois. Il y avait déjà une importante arrivée migratoire 2007, en France, 2012, qui était très bien entretenue d'ailleurs par ces gouvernements-là, contrairement un petit peu à la politique qui voulait communiquer auprès des Français. Et bon, on a vu des vagues d'Afghans, des vagues de... Voilà. Alors vous avez raison, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de situation administrative en règle, c'est même l'extrême majorité. Ah oui, ils sont des clandestins. Oui, et puis alors on appelle hébergement d'urgence. Urgence, ça porte un mot, c'est pour les choses qui sont rapides en fait, et pour les choses qui sont pour dépanner. Et en fait, moi d'expérience, je connais parfois des gens que je croise de foyer en foyer ou depuis 10 ou 15 ans et qui n'ont toujours pas de papier d'ailleurs. Oui, non, mais ça, voilà, ce qui est anormal, vraiment anormal, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça s'est transformé en un statut permanent de droit à rester dans le pays, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que ça se développe encore. Je ne peux pas donner davantage d'informations plus précises, mais que ça continue de se développer énormément au niveau des budgets, au niveau des...
C'est venu un peu d'ailleurs avec le temps des années 2020-21 du Covid, où beaucoup d'hôtels ont été fermés pendant un certain temps pour les raisons dites sanitaires. Et il y a eu des deals avec l'État, les communes ou les régions pour que ces hôtels passent pendant le temps des confinements et des fermetures administratives, passent à l'hébergement d'urgence. Et c'est resté. C'est ça. C'est resté. Voilà. C'est comme les nouveaux impôts. C'est Donc, toujours provisoire, mais ça reste toujours. Il y a encore 5-6 ans, vous aviez des foyers qui étaient dans des lieux réquisitionnés entre guillemets pour ça. Maintenant, vous avez énormément d'hôtels venant du secteur privé, qui ont été, et d'ailleurs même des hôtels parfois d'un certain niveau de confort. J'en connais un à Créteil notamment, assez luxueux, c'est peut-être pas le mot, mais disons assez, qui serait l'équivalent d'un Novotel ou d'un petit Sofitel, qui a été réquisitionné et qui sont restés en 2024-2025 encore, parce qu'il y a une demande forte. Parce qu'il y a beaucoup. Et ce qui est paradoxal... C'est l'État qui paye, donc évidemment les hôtels sont sûrs au moins d'être payés. Alors l'État, l'État, on a entendu quand même des déclarations, parce qu'il y a 3-4 ans, personne ne vous parlait de ça, c'était pas un problème, les gens, les électeurs, les Français n'étaient pas forcément très au courant. On a quand même eu 1 ou 2 personnes dernièrement qui ont mis ce sujet sur la table, clairement, des gens de l'État. Je pense à M. Kasbarian, qui n'est plus ministre, mais qui a été ministre du Logement à un certain temps, puis son successeur, M. le maire de La Île-et-Rose, là, qui s'appelle, vous allez m'aider ? C'est pas mémoire des noms. Moi non plus. Donc voilà, qui ont quand même expliqué ces choses-là, que l'hébergement d'urgence coûtait tant, qu'il était dirigé pour des personnes en situation irrégulière venant de certains endroits. Ils l'ont dit clairement, donc l'information commence un petit peu ça commence à se savoir. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'opinion n'est pas forcément en accord avec tout ça. Ah bah non. Bon. Mais que il y en a qui aimeraient bien être logés à l'hôtel, des Français. Mais oui, mais que dans les faits, on continue massivement, et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Et ils n'ont pas le choix d'ailleurs, parce qu'il vous pouvez même pas... Il y a déjà plein de gens dans la rue, vous allez dans Paris, c'est effrayant. Pas obligé de les accueillir. Mais je suis d'accord, mais c'est pas prêt de s'arrêter, les politiques. C'est pas bon ni pour eux ni pour nous, en fait. Non, je sais même pas s'il y a des politiques qui mettraient un frein à ça, je suis pas sûr. Dans les déclarations de ceux qui vont être candidats, oui, il y en a. Oui, on a eu des déclarations fracassantes de Sarkozy à l'époque, et c'était tout le contraire. Donc, il était spécialiste des déclarations fracassantes qui n'étaient pas suivies des faits. Pas vraiment suivies des faits. Enfin si, moi je lui rends grâce, je le redis, mais là aussi, les patrons d'émission radotent au bout de quelques années, c'est normal. Et donc, je lui sais grand gré d'avoir, pour une période malheureusement très restreinte, enlevé les droits de succession en ligne directe. Mon Dieu, que c'était bien comme idée, malheureusement. Ça permettait aux familles de garder leur maison, etc. Malheureusement, c'est fini. Et puis, il avait défiscalisé les heures supplémentaires, et ça a été bien, ça a été une grande période, parce qu'on pouvait enfin travailler en plus. En fait, ce qui se passait, c'est que si on travaillait plus, on était imposé plus avec le système. Donc là, on pouvait travailler plus sans être imposé, je dois dire que... Et c'était pour tout le monde, y compris les fonctionnaires. Enfin, c'était vraiment... Voilà, donc je lui rends hommage quand même, mais sachant que pour ce qui est du Karcher dans les banlieues, par exemple, ça n'a pas été un franc succès. Et donc, pour les... Non, mais c'est un... ce qui se passe, c'est que maintenant c'est budgétisé, ça fait partie du budget social. Oui, mais il n'y a pas que l'État non plus à 100%, il y a aussi les collectivités locales qui travaillent beaucoup. Par exemple, à Paris, la mairie de Madame Hidalgo est très active sur le secteur de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a toute une politique qui est mise en place, et quand on dit toute une politique mise en place, on dit tout un budget mis en place. Oui. Mais la région également, moi je travaille sur la région parisienne, sur Paris, la région est également contributrice. Madame Pécresse, elle est présente aux comment on appelle ça ? Aux inaugurations. Elle coupe le cordon. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu une inauguration il n'y a pas très longtemps dans le 8e arrondissement sur un centre d'hébergement d'urgence avec la présence de Madame Pécresse, de Madame le maire du 8e arrondissement, dont là aussi j'ai oublié le nom, mais aussi du préfet de police. C'était amusant parce que il y avait évidemment des gens sans trop de papier dans ce centre. Oui, il y a donc aucun sentiment d'abuser d'une certaine manière. C'est ça qui est curieux. Alors, j'ai rallié ça, c'est pas français, enfin bon, j'ai mis un trait d'union, voilà, entre ça et le problème des prisons, parce que c'est un petit peu la même chose, sauf que là, il ne s'agit pas d'un hébergement d'urgence, mais il s'agit d'un hébergement tout de même, et qui parfois dure aussi de longues années. Il se trouve qu'il y a, vous disiez, il y a... des arrivées d'un certain continent. Alors oui, il y a des arrivées d'un certain continent Afrique, beaucoup, bien sûr, en prison, évidemment, puisque
On a en priorité l'Algérie, ensuite le Maroc, ensuite la Roumanie et ensuite la Tunisie, hein, qui sont donc la majorité des détenus qu'on évalue, mais en gros à 25%, hein, des détenus, les détenus étrangers, mais je crois que c'est parce qu'on ne compte pas les binationaux, etc. Enfin bon, disons qu'il n'y a pas un consensus pour être spécialement clair sur cette question. Mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai eu j'ai eu la surprise, en fait, hein, de voir que toutes les lois qui sont prises, j'allais dire depuis 2020, même avant, hein, depuis Madame Taubira, sont des lois qui sont consacrées uniquement aux droits des détenus. C'est-à-dire le droit qu'ils ont de saisir le juge si jamais ils estiment qu'ils ne sont pas traités avec dignité, machin, etc. Le droit de vote des détenus, il y a au moins 3 lois sur le droit de vote des détenus. C'est très très important de les faire voter. On suppose que ce n'est pas complètement innocent non plus de faire voter les détenus, puisqu'on sait qu'il y a un vote ethnique assez important, etc., etc. C'est fou, il y a vraiment... loi de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice. Il y a dans ces lois les alternatives à la prison. Alors on en a parlé dans une autre émission. Les alternatives à la prison, une suspension et aménagement de peine. On a l'impression véritablement... je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des détenus, bien sûr, et les abus existent en prison comme ailleurs, mais on a l'impression que les victimes ont disparu et que ces gens-là n'ont tué personne en réalité. C'est ça qui est impressionnant, parce que quand ils sont dans des quartiers comme ça, c'est pas des... quand on voit dans certains pays, et d'ailleurs jadis, la récidive, par exemple, était punie du temps où nous avions la Guyane, etc., pour les envoyer en Guyane, en se disant que de toute façon, ils sont irrécupérables, ils récidivent. Maintenant, vous pouvez avoir 19 récidives de quelqu'un qui est toujours en liberté. Enfin, il y a des choses vraiment invraisemblables. Je voulais vous citer, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, donc je voulais vous citer quelques petites choses. Oui, alors, ça rejoint, les deux sujets ne sont pas liés, mais il y a quand même des similitudes. Une lettre rectificative au projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique pour les détenus, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on est en train, finalement, de faire de la prison le socle de leur vie future, sans du tout avoir de regard sur leur vie passée et sur éventuellement le caractère punitif que certains d'ailleurs acceptent, hein, de la prison. C'est assez extraordinaire. De même, lorsqu'il y a des violences en prison, alors on a un rapport remis par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, parce que ça existe, hein, CGLPL, et sur les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté, ça s'appelle comme ça. Et donc la contrôleure constate régulièrement dans ses visites et les courriers qu'elle reçoit des atteintes à l'intégrité physique et psychique produites par l'enfermement lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on va se demander finalement si c'est bien utile de les mettre en prison. Parce que s'il y a une violence psychique qui résulte de l'enfermement lui-même, il faut arrêter les prisons, les gars, complètement. Hein, voilà. Et aussi par l'interaction des personnes présentes en leur sein, personnelles, personnes privées de liberté. L'interaction personnelle, personnes privées de liberté. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité. Le personnel, malheureusement, n'est pas censé avoir de l'autorité sur les personnes privées de liberté, puisqu'on analyse leurs relations comme ça, à plat. C'est quand même assez invraisemblable. Pareil pour la loi du 27 septembre 2019. Là, la loi du 27 septembre 2019, ça, je mets ça, pour les juristes, c'est quand même un sujet très intéressant, instaure l'inscription systématique des détenus sur les listes électorales, sachant que pour les Français en général, il n'y a pas d'inscription systématique. Et d'autant plus qu'ils ont des sous-pressions de droits civiques, souvent, les détenus, non Et alors, justement, il faudrait regarder le texte, hein, j'ai pas eu le temps, mais c'est quand même très intéressant, l'inscription systématique des détenus sur les listes électorales. Je suppose que les 3/4 d'entre eux n'en ont pas du tout envie, d'ailleurs, parce que la France ne les intéresse pas. S'ils ont une permission pour aller voter, ils seront contents. Oui, ça peut être... Non, alors maintenant,
ils vont voter par correspondance maintenant. Ah ouais. Donc ce sera même plus intéressant pour eux parce qu'ils pourront pas essayer de se barrer quand ils vont. Alors, selon les statistiques de la population détenue et écrouée pour l'année 2020, la France fait partie des États européens dont les prisons sont le plus encombrées, dont la population pénale augmente. Au 1er janvier, oh, mais ça c'était en 2020, donc ça fait quand même 5 ans, la France comptait 70 651 détenus pour 61 080 places opérationnelles. Alors, le Conseil constitutionnel s'y est mis le 2 octobre 2020 dans une décision à la suite d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge. Alors, moi je me suis dit, bon, d'accord, c'est vrai qu'en détention provisoire, moi j'ai vu ça de près, pas toujours bien accueilli, parfois jeté sur un matelas par terre, pendant des heures, sans pouvoir boire ni manger, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu ensuite qu'en fait, ceci allait être étendu à tous les détenus, c'est-à-dire que tout détenu pourra dire, ah ben mon gardien m'a balancé la soupe, il en a mis à côté, c'est pas conforme à ma dignité, etc. J'exagère, mais malheureusement, on sait que, bon, voilà, on sait qu'il y a des cas où c'est vrai et des cas où c'est pas vrai. Et donc, le 21 février 2021, toujours la contrôleure générale des lieux, publie un rapport sur les droits fondamentaux des mineurs enfermés et dresse un état des lieux préoccupant. Et donc, on va se préoccuper beaucoup en 2021, 2022, 2023 de protéger donc cette dignité du détenu et de lui permettre de faire des recours. Alors, le rapport dit que c'est pas très utilisé, ces recours. Mais j'imagine bien qu'ils disent bon, on n'en a rien à fiche des juges. Il y a un discours un peu différent depuis l'arrivée de Darmanin quand même à la justice quand même. Alors, il est arrivé quand, Darmanin ? Il y a 1 an, 6 mois, 1 an. Ouais, je suis pas encore. Je sais pas. J'ai pas. Les informations que j'ai sont pas tellement récentes. C'est surtout les années. Il y a un changement de discours en tous les cas quand même. Il me semble. Enfin. Ouais. Je suis pas spécialiste de ça. Hein. Ouais, moi j'ai pas vu passer grand chose, mais enfin bon. Alors voilà, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que jadis, dans des cas de récidive, on éloignait les gens du territoire national. On ne peut plus le faire puisqu'on n'a plus, cette possibilité. On a fermé ces bagnes et autres machins. Mais là, on passe d'un excès à l'autre. C'est-à-dire que là, maintenant, on vous dit, dans une ordonnance du 19 octobre 2022, qui est relative aux droits sociaux des personnes détenues, qu'il faut que leurs conditions de travail soient parfaites, ce qui n'est pas le cas des travailleurs français de manière générale, parfaites parce que c'est la manière la plus efficace de lutter contre la récidive. Bon, eh bien écoutez, je leur laisse la responsabilité de cette opinion, mais je n'en suis pas vraiment convaincue. Alors, le Conseil économique et social s'en est mêlé aussi. Le Conseil économique et social s'en est mêlé, et donc, vous savez, ce truc qui sert à... Enfin, on ne sait pas à quoi, justement. Je sais pas, ouais. Et donc, voilà, de temps en temps, il se réveille. Il a remis son rapport sur le sens de la peine. Attends, écoutez bien ça. Le sens de la peine. Je connaissais le sens de la fête, le sens de la peine. On ne se dit pas seulement qu'il faut fermer les prisons parce que ça a une influence psychique sur les détenus, ce qui est incontestable. Hein, mais bon, à ce moment-là, il faut fermer toutes les prisons. Mais sur le sens de la peine, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, si c'est une peine de prison, mais aussi si c'est d'autres peines. Donc, ce qui est important, nous dit le Conseil économique et social, c'est la compréhension de la peine, la dignité de la peine et l'individualisation de la peine. Voilà. Alors, sur les mineurs, je ne vous raconte pas parce que ça prendrait un temps fou, mais c'est intéressant et ça peut être mis en rapport avec l'école. Enfin, heureusement, dans vos écoles, vous n'aurez pas beaucoup ce genre de cas. Mais, on espère, on y travaille. Mais, alors, le défenseur... Alors, 7 novembre 2024, ça c'est ce que j'ai de plus récent, le défenseur des droits publie un recueil de fiches pratiques à l'attention des personnes détenues. Petite fiche. Comment tu vas faire pour porter plainte contre ton... à l'attention des personnes détenues et interpelle les pouvoirs publics sur, je cite,
les atteintes aux droits graves et répétées que subissent les personnes incarcérées, notamment les plus vulnérables dans les établissements pénitentiaires. Voilà. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la réflexion, peut-être bien que la peine est intervenue à la suite d'un acte grave qui a été commis. Non, ça on gomme. Et je pense qu'on a tort, même du point de vue, par exemple, du chrétien. On sait que sanctus, c'est la même racine que sanctio. Le saint, il se fustige lui-même, il se punit lui-même, il s'éduque lui-même, parce que comme il ne fait pas des choses graves, il n'est pas en prison. Mais il y a quelque chose quand même de très étonnant et d'assez grave dans ce changement de perspective. Voilà un petit peu, je vais m'arrêter là parce que d'abord nous arrivons à la fin de notre... Alors simplement je voulais dire à propos de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il soit allé en prison semble avoir ouvert les yeux et les oreilles de la République. Elle les avait grands fermés jusque-là parce que le pauvre il s'est trouvé... Enfin, moi j'ai habité près d'une prison pendant un certain temps et c'était épouvantable, le bruit est épouvantable, le bruit de casserole est épouvantable et excusez-moi de vous dire que quand même les altercations sont très... Enfin, on sait qui les fait, quoi. C'est pas des Norvégiens, c'est sûr. Et elles sont très violentes, très, très violentes. Et il a subi ça, d'autant plus, lui, étant en partie juif, lui, ayant donné son accord pour l'élimination de Kadhafi, qui a promis, je le rappelle, que nous serons tous musulmans en 2050. Ça a été dur pour lui. Et donc, tout d'un coup, il y a une prise de conscience de ce qu'est la prison. Peut-être que ça va être suivi d'amélioration. On peut toujours rêver. Merci donc à mes invités. Je suis désolée pour Laurine. J'espère finir par la voir une fois quand même, parce que la dernière fois, pour une autre raison qui cette fois était la mienne, elle n'a pas pu venir. Donc j'espère qu'elle viendra. Donc merci d'être venu, Louis Bouillet, Merci. pour nous parler de l'école Carlo Acutis de Tours, que nous recommandons donc à l'intérêt de nos auditeurs. Après, bien sûr, qu'ils aient manifesté de l'intérêt pour Radio Courtoisie. Et merci à Fred de Paris Merci. pour ce témoignage très important, parce qu'on parle souvent de ces choses sans du tout en mesurer la réalité.